Bonjour, bienvenue à cette session de présentation des matériaux biosourcés, de leurs performances et de leurs intérêts pour vos projets. Nous sommes ensemble pour une petite heure. Nous allons commencer la présentation sous peu. Donc, quelques présentations d'ailleurs. Donc moi, je m'appelle François Magueur, je travaille chez Soprema, industriel de l'étanchéité et de l'isolation. Et nous avons la chance d'être accompagnés aujourd'hui par Virginie Gauthier et Yves Eustache, membres de Caribati, donc société de référence sur le sujet du biosourcé. Alors avant de commencer, quelques informations pratiques. Vous pouvez poser des questions. Vous avez à droite de l'écran une icône de chat qui vous permet de les poser par écrit et nous y répondrons à la fin de la présentation. Vous avez aussi juste dessous une icône de sondage. Il y en aura 2 au cours de la présentation. Vous serez appelé à y répondre si vous le souhaitez. Et nous vous donnerons les résultats aussi à la fin. Notre présentation comportera 4 parties. Définition de ce qu'est un produit biosourcé, performance thermique, performance acoustique et performance environnementale. Alors ce sujet du biosourcé fait grand bruit depuis les dernières annonces sur la RE 2020 la semaine dernière. Et je vais donc passer maintenant la main à Virginie et Yves, qui en tant qu'experts indépendants vont nous expliquer le contexte de la RE 2020 et les aspects fondamentaux des produits biosourcés. Virginie, Yves, c'est à vous. Merci. Alors bonjour à tous. Donc en effet, donc le communiqué de presse de la RE 2020 du ministère de la Transition écologique est sorti il y a quelques jours. Juste pour rappeler un petit peu le contexte et aussi parce qu'on fait ce focus sur les solutions biosourcées aujourd'hui, puisque donc on a affaire à un grand enjeu qui est l'enjeu du réchauffement climatique. Et dans ce cadre-là, il y a eu une stratégie nationale bas carbone qui est sortie il y a quelques années et qui vise notamment une neutralité du secteur du bâtiment d'ici à 2050. Et donc, la RE 2020 découle en quelque sorte de cette stratégie, puisque là, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur du bâtiment de 30% sur la phase de construction d'ici 2030. Alors, l'autre grand enjeu de la RE 2020 également, et là, les biosourcés ont toute leur place, c'est la question du confort d'été et de faire en sorte de concevoir des bâtiments qui puissent permettre de faire face notamment aux fortes chaleurs. Alors, les matériaux biosourcés, on va commencer par reprendre un petit peu la définition de ce terme-là, puisque il y a souvent une confusion finalement sur ce que recouvre ce terme. Donc, il y a une norme européenne de terminologie, qui est la norme 165-75, qui définit ce qu'est un produit biosourcé. Et donc, cette norme, elle dit qu'un produit biosourcé, c'est un produit qui est totalement ou partiellement composé de biomasse. Donc, la biomasse, qu'est-ce que c'est ? C'est ce que vous voyez ici sur les images, c'est tout ce qui pousse, tout ce qui bouge sur un cycle de vie finalement relativement court. Donc, ce sont les matières végétales et également les matières animales. Donc, lorsqu'on parle par exemple de terre crue, on ne considère pas que la terre crue c'est un matériau biosourcé, puisque la terre crue ce n'est pas composé de biomasse. Donc ça c'est important à préciser, puisqu'il y a souvent une confusion sur cet élément-là. Alors il y a un problème finalement avec une carence, on va dire, sur cette définition, c'est que elle ne fixe pas de seuil minimum à partir duquel on considère qu'un produit est biosourcé. C'est-à-dire que quand on dit qu'un produit biosourcé est partiellement composé de biomasse, ça veut dire ce partiellement, ça peut être seulement 1%. Donc, on a aujourd'hui évidemment des industriels qui sautent sur l'occasion pour communiquer sur le fait que leur produit est biosourcé, alors que finalement, ça va être une très faible quantité de leur produit qui est effectivement biosourcé. Donc, à partir de ce constat-là, on a lancé un label, donc c'est une initiative privée de Caribati. On a lancé un label, le label produit biosourcé, qui est donc un label produit, il y a déjà 3 ans,
L'idée de ce label, c'est très simple, c'est de pouvoir garantir la quantité de matières biosourcées dans les produits, mais c'est surtout de mettre en valeur les produits qui intègrent une quantité significative de biomasse dans leur composition. Et donc, ce pourcentage massique, puisque la base de cette intégration, c'est la masse, le pourcentage massique est fixé, défini par famille de produits. Donc, par exemple, pour les isolants, il est défini, il a été fixé à 70%. Ce pourcentage, il est basé sur l'offre qui est aujourd'hui présente sur le marché. Pour les peintures, ça va être moins parce que si on regarde un petit peu l'offre aujourd'hui des fabricants de peinture, très peu d'entre eux arrivent à aller au-delà de 30-40% de biomasse dans leurs produits. Donc, on l'a défini à 20%. Alors, c'est un label qui est une initiative privée, certes, mais c'est aussi un label qui va évidemment avoir recours à un auditeur externe, donc qui est Alpe Control, qui va se rendre sur les sites de fabrication pour mesurer et déterminer la quantité de biomasse dans les produits. L'auditeur fait donc un rapport d'audit qui est ensuite envoyé à un comité de label. Donc, le comité de label est composé notamment d'acteurs de la filière, de toute la filière du bâtiment, donc des maîtres d'ouvrage, le plan bâtiment durable, les syndicats professionnels, etc., qui vont, sur la base de ce rapport, valider ou non la labellisation des produits. Alors, pour revenir à la biomasse, donc aux bioressources qui vont ensuite être valorisées dans le secteur du bâtiment, on a à peu près 3 grandes filières aujourd'hui. Donc, la filière historique, c'est la filière du bois, la filière de la sylviculture, qui donc, va générer le bois d'œuvre et des dérivés du bois. On a ensuite la filière de l'agriculture. Donc, cette filière, elle va générer une grande diversité de bioressources. Donc, vous voyez ici, par exemple, nous avons apparemment un souci. Alors, je vais reprendre la main. Excusez-moi. Ah, Virginie et Yves sont revenus. Oui. Ce sont vous nous entendez? Je vous propose de reprendre la main sur le document là où vous en étiez. Alors, sur les bioressources, peut-être, c'est là où on a été coupé. Oui, tout à fait, sur la diapo des bioressources. Excusez-nous pour cet incident. Alors, donc sur les bioressources, je vais reprendre sur du début. Donc, 3 grandes filières. Filière du bois, filière un petit peu historique dans le bâtiment qui va générer donc le bois d'œuvre et les dérivés du bois. Donc, généralement, on différencie bois et biosourcé, mais bien entendu, le bois est un matériau biosourcé. Et puis ensuite, la deuxième grande filière, c'est la filière de l'agriculture. Et là, c'est là où on va retrouver une grande diversité de bioressources, notamment la paille de blé, le chanvre, le lin, le liège, laine de mouton, etc. Là, ce qu'il faut préciser, c'est qu'on ne rentre pas en concurrence avec des usages alimentaires, puisque généralement, ces bioressources issues de l'agriculture sont des biodéchets, c'est-à-dire des coproduits, c'est-à-dire des déchets qui sont issus de la transformation de ces cultures et qui ne sont aujourd'hui pas valorisés. Donc, cette biomasse, elle est de toute façon là, et donc on s'en sert pour des matériaux de construction. Alors, il y a parfois une inquiétude sur le fait que si on massifie l'intégration de... Ah, nous avons décidément des soucis de direct. Alors, je vais reprendre la main provisoirement. Ok. Ah, ça y est, ça refonctionne. Cette diapo semble problématique.
Alors, ça a coupé. Alors, je vais reprendre du coup simplement la filière de l'agriculture. J'en étais au fait que ce sont des coproduits qui sont utilisés, donc des déchets qui sont issus de ces cultures qui sont utilisés pour le bâtiment. Donc, pas d'inquiétude à avoir sur le fait que on va spécifiquement cultiver des plantes pour le bâtiment, où on pourra avoir, par exemple, un problème de ressources et de tension sur la biomasse. Ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui, et il y a une biomasse qui est suffisamment et largement disponible pour pouvoir intégrer ces matériaux dans les bâtiments. Troisième filière, c'est la filière du recyclage, et là on va trouver deux bioressources qui sont donc le papier, puisque le papier c'est du bois à la base, et le textile, donc du coton. Et donc, ce sont des filières qui s'inscrivent complètement dans une logique d'économie circulaire, puisque là, ce sont donc des déchets qui vont servir à faire ces matériaux. Alors, un mot sur le marché des produits biosourcés en France. Alors, il faut savoir déjà que la France se situe plutôt sur le podium, on va dire, des pays producteurs de solutions biosourcées, en tout cas en Europe, puisque donc là, on a quelques chiffres, qui sont les chiffres de l'Association des industriels de la construction biosourcée, qui nous disent, par exemple, que sur le marché de l'isolation, aujourd'hui, les isolants biosourcés, ça représente entre 8 et 10% du marché de l'isolation. Donc, on n'est plus sur un marché niche. Les chiffres ont significativement augmenté ces 10 dernières années. Et puis, donc, on est toujours en croissance. Sur la construction paille, on estime aujourd'hui qu'environ 5000 bâtiments sont construits en paille en France. Et sur les bétons de chanvre, alors sur le chanvre, la France, la surface de chanvre cultivée en France est à peu près équivalente à la moitié de la surface européenne. Donc, on se positionne plutôt bien également sur cette bioressource-là. Et donc, 40 000 tonnes de béton de chanvre sont produites par an, ce qui correspond peu ou prou à 2000 bâtiments en béton de chanvre. Alors, on va vous passer une petite question auquel vous pouvez répondre. Donc, quelle est la part des projets sur lesquels vous travaillez, où il est question d'une... Ah, ça a à nouveau coupé. Écoutez, je vais du coup terminer la question. Donc, quelle est la part des projets sur lesquels vous travaillez, où il est question d'une démarche environnementale avec des matériaux biosourcés. Donc, vous avez le sondage qui vient d'être mis en ligne, juste en dessous de la petite icône chat, vous avez l'icône sondage. Donc, n'hésitez pas à y répondre. Le sondage est ouvert. Je vais passer à la diapo suivante en attendant le retour des personnes de Caribati. Alors, nous avons 3 thèmes après cette présentation sur les biosourcés et les définitions génériques et pourquoi ils sont visés dans la RE 2020. Donc, nous allons aborder la performance thermique, la performance acoustique et les performances environnementales des produits biosourcés. Et sur la performance thermique, eh bien, comme je vois que Yves a pu revenir en ligne, je propose que tu commentes cette partie. Ok, alors excusez-nous, on a encore de nouveau été coupé. Alors effectivement, le parti pris, ça a été d'aborder le sujet sur les différents niveaux de performance au niveau des biosourcés. Alors, premier niveau de performance, la performance thermique. Alors, la performance thermique, c'est quoi? C'est de la performance thermique divers. Évidemment, lorsqu'on met en œuvre un isolant, on attend à avoir cette fonction d'isolation. Et pour ce qui est des biosourcés, on est sur des produits qui ont des performances totalement comparables aux isolants, on va dire conventionnels, avec des... Ah, Yves, on ne vous entend plus. Vous devez avoir un souci de micro. On vous a à l'image, mais on ne vous entend pas. Alors déjà, est-ce que vous m'entendez? Faites-moi signe.
Oui. Donc, c'est de votre côté. Alors ça, c'est un peu ennuyeux. Bon, bah, du coup, je vais reprendre les commentaires de cette diapo en attendant que Yves arrive à résoudre son problème technique. Donc, nous avons effectivement sur les isolants biosourcés, enfin sur les produits biosourcés, notamment les isolants, le confort thermique d'hiver, mais aussi des performances thermiques en été. Yves, c'est bon? Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok. Ok. Donc, effectivement, le deuxième point était la performance thermique d'été. Alors, pourquoi en fait les isolants ont cette spécificité-là? Les isolants biosourcés ont cette spécificité. C'est lié à leurs caractéristiques. Alors, quelles caractéristiques? La masse volumique, une masse volumique élevée et une capacité thermique élevée. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des matériaux qui vont transmettre lentement la chaleur et l'atténuer. Donc, en fait, ça a un intérêt, c'est un réel intérêt en période chaude. En période chaude, lorsqu'il fait chaud à l'extérieur en début d'après-midi, cette onde thermique va progressivement pénétrer dans le bâtiment, mais rentrer dans le bâtiment à un moment où on pourra évacuer les calories, donc en milieu de nuit, par exemple. On a des déphasages avec les matériaux biosourcés qui sont d'environ 10 heures, voire plus, et avec des atténuations de température de plus de 80%. Et donc, de ce point de vue-là, les matériaux biosourcés sont 2 à 3 fois plus performants que les isolants conventionnels. Donc ça, c'est le deuxième point, et c'est vraiment une spécificité des matériaux biosourcés. Alors ensuite, le deuxième caractéristique très spécifique aux biosourcés, c'est leur comportement hygrothermique. Alors, comportement hygrothermique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au sein du matériau, on va avoir des transferts de vapeur d'eau. Et ça, c'est lié, encore une fois, à la nature du matériau et à la porosité de ce dernier. On a, avec les biosourcés, des porosités ouvertes dans lesquelles la vapeur d'eau va transiter, et ces transferts de vapeur d'eau vont, dans certains cas, s'accompagner de changements de phase. Et ça a pour effet d'améliorer la performance thermique du matériau et donc de la paroi par des amortissements de variations de température. Donc ça, c'est le premier point. Et l'autre point aussi intéressant, c'est qu'on va, de ce fait, pouvoir réguler aussi le taux d'humidité intérieur. Et donc, quand on sait que le taux d'humidité joue un rôle sur le confort intérieur, c'est quelque chose qui peut être important et pertinent. Donc, globalement, ces performances-là, thermique d'hiver, thermique d'été et comportement hygrothermique, ont pour effet d'améliorer le confort intérieur du bâtiment. Et donc là, on va vous donner des exemples concrets. Donc, concrètement, comment ça se traduit? Donc, François, je te laisse la parole pour des exemples. OK. Alors, effectivement, moi, je vais vous présenter quelques exemples concrets de performance et de résultats avec les produits de la gamme fibre de bois de Soprema. Donc, ce que vous voyez sur la gauche de l'écran, en fait, c'est une composition de parois en ossature bois avec les postes de 1 à 8. Donc, depuis le poste 1, la plaque de plâtre à l'intérieur, jusqu'au poste 8, le bardage extérieur en bois dans cet exemple, même si on pourrait faire complètement autre chose. Donc, c'est isolé, cette paroi ossature bois est isolée avec des produits fibres de bois. Donc, le poste 2, c'est la fibre de bois Pavaflex Confort que vous voyez en photo en haut à droite de la diapo. Le poste 4, c'est l'ossature bois elle-même, alors qui n'est pas représentée ici, mais elle est bien à ce niveau-là, qui est isolée à la ouate de cellulose, donc du papier insufflé. Et vous avez ensuite donc le contreventement poste 5 et en poste 6, un panneau rigide en fibre de bois très dense, on est à 200 kg du mètre cube. C'est le produit isolaire que vous voyez, c'est la photo à droite, celle du bas. Alors, on dit souvent que les parois ossature bois ne sont pas confortables en été. En fait, les simulations thermiques ainsi que d'ailleurs certains bâtiments instrumentés montrent qu'on arrive avec ce type de composition de parois. Ah, l'affichage du document a disparu, je vais le reposer. Donc, cela montre que ce type de parois ossature bois aboutit à un déphasage de plus de 15 heures, ce qui est quasiment la durée d'ensoleillement en été, et atténue les variations extérieures d'un facteur 31. Donc, ça veut dire qu'en fait, il faut que ça monte de 30 degrés dehors pour que 15 heures plus tard, cela bouge de 1 degré dedans.
Donc voilà comment on fait une paroi ossature bois qui est extrêmement performante en été, et ça explique que dès qu'on est en climat continental, elle soit faite d'ailleurs de cette façon. Alors, si on regarde quelques exemples, ça c'est un immeuble en région parisienne qui est entièrement en façade ossature bois. Donc tout ce que vous voyez là, c'est de l'ossature bois. Il est sud-est sans vis-à-vis. Et vous avez même les fenêtres légèrement en biseau là que vous voyez au centre de la façade qui elles sont plein sud. Donc évidemment, gros risque que cela chauffe, et donc cet immeuble est isolé 100% fibre de bois, que ça soit sous enduit, toutes les parties blanches, que ça soit sous bardage, pour toutes les parties grises et noires. L'ossature elle-même est remplie de fibres de bois, et le doublage intérieur est fait avec de la fibre de bois flexible. Un autre exemple, ça ce sont des logements des années 1980, donc de l'ossature bois, ça s'est pas mal fait dans les années 1980 en collectif. Il est sur une colline. Et il n'a donc aucun vis-à-vis, il est vraiment au soleil toute la journée. Il y a plusieurs, en fait, le bâtiment fait une sorte de L, mais donc les façades que vous voyez là sont soit plein est, soit plein sud, soit plein sud-ouest. Et il y avait donc véritablement un problème de confort d'été. Il a été rénové entièrement à la fibre de bois, donc avec pareil, de la fibre de bois rigide enduite sur les façades, et l'ossature existante a été remplie à la fibre de bois. C'est en site occupé. Tous les travaux ont été faits depuis l'extérieur. Alors, si on parle des toitures, ça, c'est une combinaison d'isolation de toiture avec ces matériaux. Donc, depuis l'intérieur, la plaque de plâtre poste 1 jusqu'aux tuiles, le poste 7. Vous avez entre les chevrons, donc le poste numéro 3, du Pavaflex confort, parce que ça peut être donc posé de cette façon. Et on vient recouvrir toute la toiture par un produit, par de l'isolaire, donc le même qu'en façade, donc c'est le poste 5. Évidemment, là, on en met sensiblement plus épais que sur une façade ossature bois. Et l'intérêt de ce type de complexe, c'est, comme en façade, on va, grâce à la masse et à la combinaison des isolants, arriver à des temps de déphasage très importants, puisque donc vous voyez sur le petit tableau de résultats à droite que vous avez un déphasage de 15 heures et une atténuation, un facteur d'atténuation de 26. Donc, on a fait une paroi une couverture qui est extrêmement résistante au pic de canicule. Alors, un exemple. Donc, ceci est un établissement hôtelier. Il est en structure bois. Alors, vous verrez qu'il a une vue imprenable, sans aucun vis-à-vis pour ce qui le concerne. C'est le refuge du goûter, donc sur le Mont Blanc. Et il a été isolé 100% avec de la fibre de bois, avec donc une isolation sous un bardage métallique, avec de l'isolaire, et du remplissage de toute la structure avec du Pavaflex confort. Un chantier qui a été préfabriqué, gruté, enfin vraiment un très très bel exemple. J'en ai fini sur ces quelques exemples et je propose donc de redonner la main à Yves et Virginie pour les performances acoustiques. Voilà, alors le deuxième axe qu'on voulait évoquer aujourd'hui, donc la performance acoustique. Alors la performance acoustique, encore une fois, elle est liée à la nature et à la morphologie du matériau, avec une porosité ouverte importante au niveau des biosourcés. Donc cette porosité ouverte va avoir pour effet d'absorber les ondes acoustiques. Donc ça, c'est au niveau du matériau un point important. Après, concernant l'acoustique, le fonctionnement, c'est aussi le système qui va jouer un rôle. Et avec les matériaux biosourcés, il est possible de faire des systèmes qui fonctionnent masse, ressort, masse, qui sont des systèmes performants pour effectivement affaiblir les transmissions des bruits. Alors les transmissions des bruits aériens des parois, mais aussi on peut avoir avec les matériaux biosourcés, compte tenu de ces caractéristiques-là, des améliorations du confort acoustique à l'intérieur d'une pièce, à l'intérieur d'un local. Alors donc la performance acoustique va dépendre très clairement du système. Donc c'est la raison pour laquelle il faut rapidement rentrer dans le détail des systèmes pour donner des niveaux de performance. Donc je repasse donc la parole à François qui va vous donner des exemples concrets de systèmes qui performants d'un point de vue acoustique. Alors effectivement, donc quelques cas concrets de tests et résultats avec les matériaux biosourcés. Pour ce qui nous concerne chez Soprema, toujours la fibre de bois. Donc le dessin que vous voyez sur la partie gauche, c'est une façade ossature bois, avec donc toujours nos postes de 1, alors ici de 1 à 11, de l'intérieur vers l'extérieur.
Donc, nous sommes sur une façade avec un doublage en plaque de plâtre type BA18, puisque ça avait été fait pour un bâtiment troisième famille. Un remplissage poste 2 en laine minérale, et ensuite on retrouve, donc, pour les postes 4 à 11, une construction de parois ossature bois avec du remplissage de l'ossature en fibre de bois Pavaflex Confort, c'est le poste numéro 5. Et côté extérieur, un parement en panneau fibre de bois enduite, donc le Pavawall GF que vous voyez sur la photo tout à droite. Et il y a eu donc sur ce type de composition de parois, des simulations et des tests de fait, notamment pour un bâtiment où il y a une ligne de transport par voie ferrée qui passe juste devant. Et nous sommes arrivés à une performance d'atténuation des bruits aériens de 58 décibels, ce qui est quand même extrêmement performant. Et donc, ça montre que l'on peut, avec ce type de produit, construire des bâtiments en ossature bois avec une voie ferrée au bout du terrain. Si on regarde en cloison, donc l'an dernier ont été passés toute une série de tests acoustiques avec nos produits. Donc, en cloison, sur les cloisons standards, donc la 72-48 et la 98-48, nous arrivons à des performances respectivement de 40 décibels et 46 décibels, hein, donc sur de la cloison tout à fait classique avec du rail et montant métallique. De l'isolant fibre de bois, c'est le poste 4 là sur le schéma, en 40 mm. Et donc, selon le cas, une plaque de plâtre de chaque côté ou deux plaques de plâtre de chaque côté. Donc voilà pour les cloisons. Donc nous avons les PV disponibles, hein. Si on regarde en toiture, vous reconnaissez sur cette diapo le même complexe que celui que j'ai déjà présenté, hein. Donc avec toujours notre Pavaflex Confort entre les chevrons et notre isolaire au-dessus les chevrons, et donc à l'intérieur un BA13 et au-dessus des tuiles. Et donc nous avons un PV acoustique de ce complexe-là, exactement de celui-là, où nous sommes arrivés à une performance d'atténuation des bruits aériens de 49 décibels. Donc pareil, des résultats quand même tout à fait intéressants. Et si on regarde une autre solution d'isolation de toiture avec là uniquement du Pavaflex, donc on est entièrement par l'intérieur, hein. Donc on retrouve notre BA13 en poste 1. En poste 4, nous avons une couche de Pavaflex sous les chevrons et en poste 5, une couche de Pavaflex entre les chevrons. Donc nous avons des PV acoustiques sur ce type de combinaison qui arrivent à une performance d'atténuation des bruits aériens de 48 décibels. Et j'insiste sur le fait que pour les deux complexes de toiture que vous venez de voir, nous sommes bien avec un BA13 standard. Nous ne sommes ni avec un BA15, ni avec un BA ou un BA18, ni de plaque de plâtre, ni de la plaque de plâtre acoustique. On est vraiment sur de la plaque standard. Et pour finir sur l'acoustique des toitures et des terrasses, le système Pavarouf pour les terrasses ossature bois. Donc, puisqu'on sait que la terrasse ossature bois présente deux défauts structurels, hein, qui sont le confort d'été et le confort acoustique. Donc, le système Pavarouf que vous voyez sur la photo de gauche, enfin sur le dessin à gauche, est composé en fait sur la terrasse ossature bois d'un frein vapeur hygro-variable, d'une couche de fibre de bois, d'une couche de liège et d'une isolation en membrane PVC de type flag. Et donc vous voyez sur la photo de droite une mise en œuvre de cela où on voit bien les trois couches, en tout cas, de frein vapeur avec notre joli logo dessus, donc le Sopra Vapigro, on arrive même à lire son nom. Vous avez la fibre de bois Pavarouf WFB et le liège Pavarouf ICB. Donc voilà la composition du produit. Intérêt de cette solution, c'est qu'elle crée du confort d'été et du confort acoustique sur les terrasses ossature bois. Donc voilà pour ces quelques exemples. Et le sondage, la deuxième question du sondage, à laquelle donc du coup je vous invite à répondre. Il est ouvert donc dans la boîte dédiée à ça. Quelles sont les motivations principales de la maîtrise d'ouvrage pour l'utilisation des matériaux biosourcés? Alors, vous me direz, la question pourrait être ouverte et vaste, mais l'exercice nous impose à faire un sondage avec des questions fermées, sinon on aurait beaucoup de mal à analyser les résultats. Donc merci d'avance pour vos réponses. Et nous allons maintenant parler des performances environnementales intrinsèques des produits biosourcés. Alors, pour ce qui est des performances environnementales, pourquoi aujourd'hui on dit que les matériaux biosourcés, d'un point de vue environnemental, sont pertinents? Alors, tout simplement parce qu'ils permettent de répondre à des enjeux forts aujourd'hui
que sont le réchauffement climatique et l'épuisement des ressources. Alors, comment les matériaux biosourcés répondent à ces différents enjeux? Alors, le premier point, c'est que par nature, les matériaux biosourcés, on l'a vu, ce sont des plantes. Donc, les plantes, c'est quoi? C'est des êtres vivants qui captent le dioxyde de carbone de l'atmosphère, le transforment en matière. Donc, ce dioxyde de carbone qui est transformé en matière est donc considéré comme stocké dans la plante et donc après dans le produit et dans le matériau qu'on va mettre en œuvre. Donc, on considère que les matériaux biosourcés sont un moyen de stocker du carbone et que donc le bâtiment… Nous avons reperdu Yves. Alors, écoutez, je vais reprendre du coup la suite du commentaire. Donc effectivement, le principe du cycle… Est-ce que vous me voyez, vous m'entendez? C'est bon? Oui, si tu es revenu. Ok. Donc comme je vous le disais, stockage carbone, c'est une des caractéristiques spécifiques des matériaux biosourcés et qui est très important. On l'a vu, on l'a dit au départ, pour répondre à la stratégie nationale bas carbone. Alors, la question qu'on peut se poser, est-ce que finalement le bâtiment est réellement un puits carbone important? Donc nous, on a fait le calcul en faisant une hypothèse où on intégrait 200 kg de biosourcés par mètre carré de surface de plancher dans tous les bâtiments neufs. Et dans ce cadre-là, on a à peu près 19 millions de tonnes de carbone qui sont stockées, donc sur une durée de vie qui va de 25 à plusieurs centaines d'années. Je vous rappelle que la charpente de la cathédrale de Notre-Dame avant l'incendie avait plus de 600 ans. Donc, on a un moyen de stocker sur de longues durées avec les matériaux biosourcés. Et donc, ces 19 millions de tonnes de carbone, ça représente quoi? Ça représente à peu près 25% des émissions de CO2 du secteur du bâtiment compensées. Alors, même s'il ne faut pas faire de compensation, c'est pour se donner un ordre d'idée de ce que ça représente. Et après, on peut se dire, oui, mais est-ce qu'avec ça, on ne va pas épuiser la ressource? En fait, là, dans ces conditions-là, avec cette hypothèse-là, on est simplement à 20% de biomasse utilisée. Donc, cette caractéristique est importante et c'est la raison pour laquelle elle a d'ailleurs été intégrée dans la réglementation environnementale, la RE 2020, puisque on aura un indicateur stockage carbone calculé pour chaque bâtiment. Alors, c'est bien effectivement de stocker du carbone. La question qu'il faut se poser, c'est on en stocke, mais il ne faudrait pas que les process de fabrication soient émetteurs de gaz à effet de serre de façon trop importante. Alors, ce qui se passe avec les biosourcés, c'est qu'on a globalement des process de fabrication qui sont peu émetteurs de gaz à effet de serre parce qu'en fait, on n'a pas de process qui nécessitent des cuissons à très haute température, par exemple. On a des ressources qui sont proches des unités de transformation. On ne va pas, comme avec les produits pétrosourcés, chercher la matière première à l'autre bout du monde. On la prend sur place, on la transforme sur place et après, on en fait des produits. Donc, pour ces raisons-là, on a finalement des process et des cycles de vie pour les produits biosourcés faiblement émetteurs de gaz à effet de serre. Deuxième enjeu auquel répondent les matériaux biosourcés d'un point de vue environnemental, c'est la question de l'épuisement des ressources. Alors, par nature, on a des matériaux qui sont renouvelables. Alors, évidemment, sous réserve d'une sylviculture raisonnée, mais sous réserve de ces aspects-là, on est sur de la matière première renouvelable et donc on n'épuise pas une ressource finie. C'est des ressources qui sont globalement disponibles sur l'ensemble du territoire français. Et donc, on peut prendre ces différentes ressources pour la transformer et l'utiliser dans le bâtiment. Et puis, globalement, aujourd'hui, on a fait un calcul sur la ressource biomasse utilisée dans le bâtiment. On a encore de la marge puisqu'aujourd'hui, on est à peu près à 1% de la biomasse totale produite. Il existe encore aujourd'hui de nombreuses ressources non valorisées qui pourraient l'être dans le bâtiment. Eh bien, merci Yves. Alors, justement, ces performances environnementales intrinsèques des produits biosourcés trouvent leur application dans des cas concrets de recherche de labels ou d'optimisation du bilan carbone. Donc, je vais vous illustrer cela par quelques exemples.
Alors, il n'y a pas d'exemple RE 2020 puisqu'elle elle n'est pas encore parue, mais on espère bien qu'assez rapidement, on pourra aussi vous présenter des exemples ou des simulations qui montrent tout l'intérêt de ces produits pour atteindre les objectifs de la RE 2020. Alors, ce bâtiment que vous voyez là est en béton. Ce sont des logements collectifs, privés. Et ce que vous voyez sur les façades, c'est le système d'ITE fibre de bois sous enduit à base du produit Pavawall Smart que vous voyez en photo là sur la gauche. Vous le voyez d'ailleurs sur les fonds de loggia, tout ce que vous voyez qui est couleur fibre de bois, c'est le Pavawall Smart. Et tout ce qui est blanc, là, c'est l'enduit qui est en cours de réalisation. Donc, ce bâtiment a été certifié bâtiment durable méditerranéen et a obtenu le label bâtiment biosourcé. Un autre exemple, alors ce que vous voyez là, c'est de la façade ossature bois. Et partout où vous voyez l'enduit gris foncé, vous avez le produit Pavawall GF enduit. Donc, vous voyez pareil sur la photo sur la gauche. Donc ce bâtiment a été labellisé sous plusieurs angles. Il est Efinergie Plus, il a le label biosourcé, il est aussi labellisé HCE. Il est en région parisienne. Les deux bâtiments de logement que vous venez de voir sont des troisième familles. Alors un exemple en rénovation, c'est un parc de logements dans l'Oise, plusieurs immeubles. Projet de rénovation globale d'ailleurs, assez instructif dans le cadre des réflexions en cours et des évolutions sur la stratégie de rénovation thermique. Donc il y a vraiment eu un programme global traitant à la fois le chauffage, l'eau chaude sanitaire, la consommation électrique des parties communes, la ventilation et l'isolation des façades. Donc là, sur la partie façade en briques que vous voyez sur la photo du haut, vous avez sous ce bardage en briques du Pavaflex Confort. Et toutes les parties enduites, que ça soit sur la photo du haut ou celle au milieu, là, vous avez du Pavawall Smart qui a été enduit, donc une ITE entièrement réalisée en fibre de bois. Et il a été labellisé BBC Rénovation. Alors, effectivement, le process de transformation des matériaux biosourcés, c'est extrêmement important, puisqu'en fait, le bilan carbone et le bilan finalement technico-chimique d'un produit biosourcé, c'est l'usine. Très clairement. Alors, il se trouve que pour les usines de Pavatex, Soprema, il y a eu des réflexions depuis très longtemps sur le sujet de comment éco-concevoir des usines, et c'est notamment celle de Pavatex dans les Vosges, à Épinal, a été conçue dès le début pour avoir un bilan carbone le plus faible possible, fonctionner uniquement avec de l'énergie renouvelable, de la biomasse, et le pari a été gagné puisque les fiches de données environnementales et sanitaires, donc les fameuses FDES de tous les produits qui sortent de cette usine, valident le stockage du carbone. Et pour ce qui est de la ouate universelle, qui est produite dans une usine à Bordeaux, enfin à Cestas très exactement, dans la banlieue de Bordeaux, c'est pareil, l'usine permet d'aboutir à la validation du stockage du carbone par la ouate de cellulose universelle qui y est produite. Donc, vous trouvez de nombreuses FDES de ces produits sur la base Ignies. Il y en a même qui ont été publiés le mois dernier, en novembre. Il y a plusieurs nouvelles FDES qui ont été publiées sur la fibre de bois. Et donc, pour la conclusion. Alors, pour conclure cette session, et puis avant de répondre aux questions, donc on a repris un petit peu les fondamentaux par rapport aux biosourcés. Donc, on sait que ce sont des matériaux poreux en quelque sorte, et cette qualité intrinsèque, elle permet de donner des performances sur la thermique d'hiver qui sont tout à fait comparables aux isolants conventionnellement utilisés, voire meilleurs. Et la qualité différenciante des isolants biosourcés, on l'a vu, c'est le comportement hygrothermique et donc le confort d'été. Donc ça, c'est un aspect qui est une force des matériaux biosourcés et en particulier des isolants biosourcés. Au niveau des enjeux environnementaux, pour récapituler, le premier enjeu environnemental, en tout cas le premier atout des biosourcés, c'est le stockage carbone qui répond directement à la problématique du réchauffement climatique. Et donc ça, ce stockage carbone, il est aujourd'hui, il va être valorisé
RE 2020 qui va finalement donner une nouvelle impulsion aux solutions biosourcées et donc aux bâtiments biosourcés de manière générale. Voilà. Merci en tout cas pour votre participation et puis nos excuses pour ces petites pannes Internet. Et puis, on va passer donc aux questions. Ok. Donc, effectivement, voilà, nous sommes au bout de la présentation. Nous allons rester sur ce slide de conclusion. Donc, nous espérons avoir été clairs et que la présentation a été instructive pour vous. Alors, nous vous avons fait un peu travailler puisque nous vous avons demandé de remplir les sondages. Donc, je vais donc pouvoir vous donner les résultats de ce que cela a donné. Alors, la première question, quelles sont les motivations principales de la maîtrise d'ouvrage pour l'utilisation des matériaux biosourcés? Alors, arrive en tête la recherche de performance globale avec 40%, ce qui est quand même un critère extrêmement important et valorisé, et suit juste derrière avec 38% la démarche économie circulaire. Donc, on voit bien effectivement ressortir dans vos réponses les aspects fondamentaux des matériaux biosourcés. Et ensuite, les deux autres réponses, donc confort d'été et économie locale, sont à égalité avec 11%. Voilà pour le résultat de ce premier sondage. Pour ce qui est du deuxième sondage, donc c'était la part des projets sur lesquels vous travaillez, où il est question d'une démarche environnementale et de matériaux biosourcés. Bon, là, les résultats sont effectivement différents. Moins de 20%, vous avez été 63% à répondre cela. Vous êtes ensuite 18% à avoir répondu entre 20 et 40%. 6% entre 40% et 80%. Et 12% plus de 80%. De vos projets avec des matériaux biosourcés. Donc, ce qui veut dire que nous devons avoir parmi l'assistance des personnes très au fait du sujet et assez spécialisées sur l'utilisation de ces produits. Mais bon, on retiendra quand même que si on prend les 63 plus 18, ça fait 81% aujourd'hui des personnes ayant répondu qui ont moins de 40% de leurs projets avec des matériaux biosourcés. Donc voilà pour les sondages. Nous allons maintenant pouvoir passer aux questions que je vais vous lire. Nous les lirons et nous y apporterons les réponses l'une après l'autre. Il y en a beaucoup. Je ne sais pas si on va pouvoir répondre à tout. Alors, première question. Bonjour, tous les isolants biosourcés ont-ils la même performance par rapport au confort d'été ou certains sont-ils plus performants que d'autres? Paille versus béton de chanvre, par exemple. Alors ça, je pense que c'est une question pour vous. Alors évidemment, non, tous les produits biosourcés n'ont pas la même performance. Généralement, quelle que soit la caractéristique, on dit qu'il n'est pas, faut pas faire de généralité lorsqu'on parle de biosourcés parce que on a des produits de nature quand même assez diverses. Entre un béton, la paille, un isolant, évidemment, on comprend bien que c'est pas les mêmes produits. Donc en fait, ce qu'il faut regarder, c'est ce qu'on évoquait, c'est la densité et la capacité thermique. Et si on a ces deux caractéristiques, ces deux valeurs qui sont élevées, ça veut dire que le matériau a une performance en termes de confort d'été intéressante. Donc, il faut bien regarder ces deux caractéristiques et donc il faut connaître ces caractéristiques pour chaque matériau et notamment pour les matériaux biosourcés. Alors, je peux compléter avec l'information qu'il existe aujourd'hui des outils en ligne qui vous permettent de calculer le déphasage et l'atténuation de toute une série de produits de tout type. Il y a un certain nombre d'associations ou de centres de recherche qui ont développé ces outils et les ont mis en ligne, puisqu'en fait, derrière tout ça, il y a des formules physiques. Alors, deuxième question. Pour les isolants textiles, l'hygrothermie est-elle bonne également? Toujours une question pour Yves et Virginie. Ah, on ne vous entend plus, Yves. Alors, on n'entend pas Yves, donc je vais me charger de la réponse. Oui, les isolants textiles, n'oublions pas qu'à la base du textile, il y a de la fibre végétale, c'est du coton.
Donc oui, l'hygrothermie est effectivement bonne aussi. Alors, la question numéro 3, même si cela est courant, une paroi ossature bois avec un panneau de contreventement extérieur est-il vraiment un bon exemple? Alors, ça, celle-là, je vais pouvoir y répondre. C'est pas parfait. Effectivement, l'exemple là a été mis en contreventement extérieur parce que pendant longtemps, dans les DTU, c'était la seule chose admise. C'est vrai que les nouveaux DTU autorisent le contreventement intérieur, qui va se révéler meilleur. Donc, on pourrait tout à fait, effectivement, faire les mêmes coupes avec du contreventement intérieur. L'intérêt de mettre de la fibre de bois en ITE quand il y a du contreventement extérieur, c'est que du coup, on l'isole et on diminue très, très fortement les risques de condensation dans ce contreventement. Ça, c'est manifeste. Et d'ailleurs, on le voit bien dans les coupes. Alors, question suivante. Pouvez-vous parler de la problématique incendie liée à l'utilisation d'isolants biosourcés en façade? Alors, il y en a une. Problématique incendie. Il y a deux cas. Si on est sous enduit, nous avons, en tout cas pour ce qui nous concerne, Pavatex Soprema, des essais-feux qui nous permettent de grimper jusqu'à 28 mètres de haut, dernier plancher accessible, tout simplement parce qu'il n'y a pas de lame d'air. Donc nous avons les PV-feux. Ils ont d'ailleurs été renouvelés le mois dernier pour 5 ans. Donc dès qu'on est sous enduit ou sous plaquette collée, il n'y a pas de souci. Si on est sous parement ventilé, il y a un souci qui est la lame d'air. Et là, effectivement, on ne va pas pouvoir traiter des bâtiments soumis à l'IT 249. C'est vraiment une très grosse différence. Et ceci, quel que soit le parement ventilé. Alors, la fibre de bois est-elle classée A2S1D0 et ou Bérouf T3? Cette question concerne la logistique. Toujours une question sur les produits. Alors, le Pavarouf est classé Bérouf T3. Le système Pavarouf a été testé au feu, il est Bérouf T3. La fibre de bois, sinon, de base, est classée E. Par contre, pour ce qui concerne la logistique, un certain nombre de produits peuvent être stockés en extérieur ou en extérieur abrité. On n'est pas du tout obligé d'avoir un stockage exclusivement intérieur. Question suivante. Pouvez-vous réexpliquer le facteur d'atténuation de chaleur, s'il vous plaît? Alors Yves, je pense que c'est une question pour toi. Oui. Alors, est-ce que vous m'entendez là? C'est bon, François? Oui, tout à fait. Oui, ok. Alors, le facteur d'atténuation, c'est-à-dire que lorsqu'on a une onde thermique qui traverse la paroi, donc avec un certain niveau de température, elle va traverser la paroi et être atténuée, c'est-à-dire que une température qui serait à 35 degrés côté extérieur, on la retrouvera à l'intérieur à 25 degrés. Donc, on a une atténuation de la température. Alors ça, je dirais que c'est un petit peu c'est au niveau atomique que ça se passe. C'est-à-dire qu'on va avoir un amortissement, on va avoir l'onde de chaleur, c'est quoi? C'est des molécules qui sont excitées et en fonction de la nature des molécules, on va les exciter d'une façon ou d'une autre et elles vont absorber cette énergie. Donc, c'est la raison pour laquelle on atténue en fait, on atténue l'onde. Et ça, encore une fois, c'est lié à la nature même du matériau et aux molécules qui le constituent. Et je vous le rappelle, pour les biosourcés, les molécules qui constituent ces matériaux, c'est de la cellulose, de l'hémicellulose, de la lignine. Donc, c'est des molécules organiques, des molécules longues généralement. Donc, voilà. Donc, Ah, Yves, on ne vous entend plus, le son a coupé. Non, bah le son ne fonctionne plus. Donc en tout cas, voilà, pour résumer, le facteur d'atténuation de chaleur, c'est, alors ça s'analyse pas d'ailleurs individuellement, hein, c'est sur des parois complètes, mais c'est effectivement le rapport entre l'amplitude extérieure et l'amplitude intérieure. Et donc plus ce facteur est important, moins ça bouge à l'intérieur. Alors, question suivante. Quid de la sécurité incendie dans un ERP? Alors,
Il existe tout un tas de guides et de recommandations validés par le ministère de l'Intérieur et les pompiers pour utiliser des produits combustibles dans les ERP. La règle de base, c'est que si vous avez des produits combustibles dans les parois, qu'elles soient verticales ou horizontales, vous devez avoir un écran thermique continu entre les pièces utilisées par les gens et les produits combustibles. Donc ça se fait. Il y a un guide complet qui s'appelle le guide AM8 qui définit tout ça. Et les parements doivent être choisis en fonction du degré coupe-feu attendu de la paroi. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et ce ne sont pas des avis techniques. Ce sont les avis techniques, c'est un domaine d'emploi. La sécurité incendie est définie par des textes spécifiques, mais c'est parfaitement possible. Et d'où effectivement l'exemple du refuge du goûter d'ailleurs. Alors, dans la même veine, classement feu pour la charpente avec que un BA13. Le classement feu du BA13. Et si on veut avoir un classement feu supérieur, on mettra un BA15 ou un BA18 ou deux BA13. Mais c'est directement, comme dans tout ouvrage en bois, le parement intérieur qui définit en fait le degré coupe-feu. Alors, sachant que ce n'est pas tout à fait vrai, puisque nous avons des tests en Allemagne avec d'autres complexes, avec du parement bois et de la fibre de bois et de la charpente bois, où nous avons des classements effectifs qui ont été validés sans plaque de plâtre. Alors, quel procédé d'étanchéité biosourcé à utiliser sur toiture terrasse végétalisée, structure bois? Aucun. On ne peut pas mettre d'isolant biosourcé quand on a une toiture terrasse végétalisée. En tout cas, pas en toiture chaude. Il faudra faire de la toiture froide avec une lame d'air. Alors là, celle-ci est assez longue, mais je pense qu'elle va. Alors, je ne sais pas si Karibati a pu revenir en ligne. Yves? Oui. Alors, c'est une question générique, donc qui est assez longue. Alors, les fibres des isolants dits naturels, on utilise plutôt biosourcés que naturels, justement, sont souvent liés par des produits issus de la chimie du pétrole. Donc, par exemple, nous pouvons retrouver 5 à 10% de polyester dans les isolants en fibre de bois. Cela empêche tout recyclage de ces produits. Alors, non. Quelle solution mettez-vous en place pour répondre à ces problématiques à l'heure de l'économie circulaire? Alors, il y a une question déjà générique sur la composition des produits biosourcés, je pense, Yves. Après, je pourrais répondre pour ce qui concerne Soprema. Ah, le son passe pas. On vous entend pas. On vous entend pas. Alors, déjà, je vais répondre pour ce qui concerne les produits Soprema. Alors, les isolants fibres de bois sont recyclables. Ils sont recyclables en panneau médium et les filières existent. C'est-à-dire que si vous mettez des isolants fibres de bois dans les bonnes bennes à la déchetterie, et évidemment pas dans les champs ou dans les terrains vagues, ces isolants seront valorisés sous forme de production de chaleur ou recyclés, notamment recyclés en panneau médium. Pour ce qui est de la ouate de cellulose, elle se recycle en papier qui se recycle en ouate. Là, on est vraiment dans de l'économie circulaire complète avec la ouate de cellulose. Y a-t-il des solutions pour l'isolation thermique des toitures terrasses en béton? En polyuréthane, oui. En isolant biosourcé, pour le moment, non. Pour des questions hygrométriques et de fongiques. Donc aujourd'hui, c'est un sujet effectivement qui ne fonctionne pas avec la fibre de bois en tout cas, et avec les autres biosourcés non plus d'ailleurs, en tout cas tous les biosourcés fibreux. Donc l'isolation thermique des terrasses en béton reste le domaine du plastique alvéolaire. Alors, le prix pour l'isolation en fibre de bois des cloisons BA13 est de quel ordre par rapport à la laine minérale? Allez, 20 centimes d'écart. On est sur de l'isolant en 40 mm. Et franchement, sur 40 mm, entre les isolants biosourcés d'ailleurs en général et les isolants fibres minéraux, l'écart se compte en centimes.
Alors, François, est-ce que tu m'entends? Oui. Alors, bon, je pense qu'on a atteint le temps et comme il reste beaucoup de questions, Oui. Bon, il y en a énormément. on va peut-être conclure et puis on répondra aux questions directement parce que on va pas pouvoir répondre à tout ici. Donc voilà, je te laisse peut-être conclure cette Effectivement, parce que session. là, j'étais pris dans la réponse des questions, mais je suis en train de constater qu'il en reste encore au moins une trentaine. On ne va jamais y arriver dans l'heure prévue. Donc, déjà, nous vous remercions vraiment déjà de votre implication, de votre attention, de l'ensemble des questions que vous avez posées, parce que ça veut dire que vous avez écouté. Nous espérons que vous avez trouvé dans notre présentation des éléments de réponse et d'informations utiles. Et donc, nous vous remercions et nous vous souhaitons une bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.